Merci à vous, Régis Kofi, pour votre présence ce matin sur ce plateau et d'avoir servi de bonnes informations à nos chers téléspectateurs que nous saluons maintenant avec beaucoup de chaleur, à l'instar de ces couleurs solaires que nous voulons vous distiller pour ce lundi de Pâques, un lundi sobre que nous impose cette pandémie, hélas, mais il faut trouver de la force et de l'espoir dans ces difficultés-là pour affronter le quotidien. En tout cas, nous vous souhaitons une belle journée de lundi de Pâques et puis la rédaction nous propose ce qui suit. Il existe deux grands types de tests pour détecter la présence de coronavirus. Dans le cas d'une infection en cours, on effectue un test moléculaire, c'est-à-dire qu'on recherche des séquences génétiques spécifiques au SARS-CoV-2. À l'aide d'un écouvillon, on effectue un prélèvement dans le nez, l'arrière-gorge ou le crachat d'un patient. Puis, en laboratoire spécialisé, on procède à une analyse des gènes grâce à une méthode d'amplification génétique. Le résultat est positif si deux gènes spécifiques au SARS-CoV-2 sont détectés. Il est obtenu en quelques heures. Pour détecter qu'un individu a été infecté par le SARS-CoV-2 dans le passé, on pratique un test de sérologie. À partir d'un échantillon sanguin, on recherche les anticorps que produit le système immunitaire pour attaquer et éliminer le virus, que l'on ait été malade ou non. On recherche deux types d'anticorps, les IgM produits en début d'infection et les IgG produits plus tardivement. Si les deux types d'anticorps sont présents, cela montre que le patient a été infecté. Si seuls les IgG sont présents, cela veut dire que le patient se rétablit ou a entièrement récupéré. Cela signifie que le patient a acquis une certaine immunité, mais on ne connaît pas pour l'instant la durée de cette immunité. Les résultats de ces tests peuvent être obtenus en quelques minutes. On nous apprend que la connaissance, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Et je pense qu'avec cet élément-là, on a la connaissance maintenant sur le procédé de test au Covid-19 pour lever quelques équivoques qui pourraient subsister dans les esprits des uns et des autres en temps opportun. Alors, temps opportun aujourd'hui, c'est lundi, mais vous savez que le confinement a déjà démarré pour la plupart d'entre nous ou d'entre vous, parce que nous nous déplaçons chaque jour pour vous servir avec grand bonheur d'ailleurs. Mais nous vous invitons à effectuer des mouvements ça et là par le truchement de nos chers coachs. Aujourd'hui, le coach Diabaté ne déroge pas à la règle. Il s'occupe de vous comme il se doit. Allez, fitness. Bonjour, bonjour, chevaux à la maison. Coach Diabaté pour vous servir. Toujours, respectez la distance des 1 mètre. OK? Prends ta serviette, ton tapis, ta bouteille d'eau, ton gel-main. Te désinfecter la main. Distance à respecter. Ok, moi-même, l'hygiène avant tout, hein. Ok. Aujourd'hui, séance renforcement avec bâton. Ok. Abdos, exercice de renforcement musculaire. Ok. Travailler pec, travailler triceps, biceps et autres. Ok. Et abdos, les obliques. Ok. Donc sur place, on va commencer par l'échauffement. Continue. Ouvrez la bouche toujours. Soyez souriant. Ne vous laissez pas abattre par la pandémie qui sévit en ce moment. Ok? Restez chez vous à la maison et pratiquez le sport. Pour celui qui cherche un engouement ou une motivation, bien sûr, suivez RTI 1 chaque matin. Ok? Bouge. Bouge. Ok. Continue. Là, plus d'intensité pour élever le rythme cardiaque. Ok? Du cœur et chauffer, bien humidifier les muscles pour préparer le corps aux étirements. Continue. Ok. Bouge, bouge, bouge.
OK. On prend chacun son bâton. OK. OK. On se saisit bien de son bâton. OK. Et là, sortez la main là, dans cette position-là. Ouais. Top, c'est parti. Doucement d'abord. Doucement. On ira rapidement très bientôt. Bouge. Bouge. Et c'est parti. Là. Bouge. Bouge. Regardez droit devant. Levez un peu la tête. OK. Distance respectée d'1 mètre. OK. Bouge là. Regardez. On se repositionne. Regardez comment la main est là. Sortez. Essayez de ramener la main. Voilà, dans le sillage là. OK. 2, 3, 4. Continue. Là. Bouge. Bouge. OK. C'est beau. On continue. OK. Bouge. Bouge. OK. Pause. On va au sol. Faites des exercices d'abdos. Toujours avec bâton. Couche sur le dos. OK. Sur les mains en arrière là. OK. Le plat du pied posé au sol. Le mouvement il est simple. On regarde droit dans les cieux. Le cou est bien fixé. Le mouvement, je vous le présente. OK. C'est ça. OK. OK, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pause. On va monter les pieds. Restez là. OK. Regardez le mouvement, il est simple. 1, 2. OK, on va ensemble. Bouge, OK, doucement. Mais décollez toujours les épaules du sol. Avec bien sûr le sourire. Continue. Bouge, 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 bouge. Continue. 5, 6, 7, 8. Tout le monde. Posez la main. Monte là. Vertical. OK. Descendez. Là. Intérieur. Les pieds en flex. OK. Remonte tout doucement. Rejoins les jambes. Posez le bâton. Laissez le bâton. Cherchez à récupérer la pointe des pieds, décoller le talon du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sors les mains en seconde. Et grandis. Fléchis délicatement les jambes, tout doucement. Et descends. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. Portez-vous bien chez vous, à la maison. Bye bye. Nous aimons faire, rester avec nos proches, partager de bons moments, reprendre le travail comme à l'accoutumée, le travail qui tente à on va dire, à se transformer dans une mutation de télétravail, la nouvelle appellation. Le gouvernement même se saisit de cette nouvelle disposition et puis met à notre disposition voilà, des liens pour pouvoir effectuer ce télétravail-là dans de bonnes conditions. Et nous, émission d'utilité publique très avant-gardiste pour rester dans la modestie, nous avons déjà échanger avec le docteur Ahmed Traoré, expert en organisation du travail, sur comment organiser le télétravail en cette période de Covid-19. Nous reviendrons dans quelques instants sur ces échanges qui se sont déroulés la semaine dernière dans notre thématique emploi. Pour l'heure, c'est le Covid toujours qui cristallise les attentions. Nous vous présentons maintenant cet élément proposé par l'agence France Presse, Le Point International. Jour après jour, pays après pays, la pandémie de Covid-19 continue de s'étendre. 185 pays sont touchés, plus de 1 721 000 personnes sont atteintes par la maladie, 390 000 personnes sont guéries, mais on déplore aussi plus de 105 000 morts. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec plus de 501 000 cas et désormais davantage de décès que l'Italie, plus de 18 900.
L'Europe reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 780 000 cas et plus de 74 000 décès. L'Espagne observe un tout début de régression avec 161 900 cas et près de 16 400 morts. En Italie, l'épidémie poursuit là aussi une très lente régression avec plus de 147 600 cas et près de 18 800 décès. En France, nous sommes confrontés à une épidémie massive, meurtrière, qui a atteint, vous le savez, un niveau inégalé, qui aujourd'hui a touché plus de 93 790 cas confirmés par test PCR, soit 3 114 de plus qu'hier. Et depuis le début de l'épidémie, plus de 67 300 personnes ont dû être hospitalisées. Ce soir, avec les données de 1187 établissements de santé, nous savons que 31 320 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont quand même 2044 nouvelles personnes, nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, même s'il y a beaucoup de sorties, encore un solde positif de 53 malades à prendre en plus par rapport à la veille. L'épidémie reste donc toujours active. 6 883 patients graves nécessitent des soins lourds, en réanimation, en soins intensifs ou soins continus. 33% de ces patients ont moins de 60 ans, 61% entre 60 et 80 ans, et il y a encore 99 personnes de moins de 30 ans qui sont hospitalisées en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 255 nouveaux patients contre 431 hier qui ont dû être admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde, la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en charge, est pour le 3e jour consécutif négatif de 121 patients. C'était 62 de moins hier, c'est 121 patients de moins présents en réanimation aujourd'hui. C'est une nouvelle très légère diminution des besoins de place et cette éclaircie semble se confirmer et va évidemment soulager nos soignants, en particulier en réanimation. Un très haut plateau épidémique semble se dessiner, mais je vous l'ai dit, l'épidémie est active, il y a beaucoup de cas encore qui arrivent à l'hôpital. Nous devons absolument continuer à rester vigilants, mobilisés et prudents. Dans les Outre-mer, on relève 137 hospitalisations, dont 42 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est fort heureusement 23 391 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. C'est un chiffre qui continue à progresser de jour en jour et auquel il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui ont guéri spontanément en ville sans recours à l'hôpital. La surveillance syndromique en population, basée sur le recours aux services d'urgence ou à SOS Médecins, montre qu'hier, les services d'urgence ont accueilli 2466 passages pour suspicion de Covid. À la suite de ce passage aux urgences, 41% des patients ont été hospitalisés et 3% directement transférés en réanimation. En ce qui concerne SOS Médecins, on note 634 interventions hier pour suspicion de Covid. C'est un peu moins qu'au cours de la journée de jeudi. Cela représente désormais 12% de l'activité totale de SOS Médecins. Nous surveillons de très près la situation dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous savez qu'il y a un dispositif spécifique de signalement qui est mis en place depuis le 28 mars et qui continue à monter en charge. Depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars, nous avons 35 864 cas de Covid, 11 175 confirmés et 24 689 possibles dans près de 5 200 établissements sociaux et médico-sociaux qui participent donc à cette déclaration et à cette remontée d'informations. Tous les cas confirmés en France sont consolidés dans le total national que je vous ai donné de 93 790 cas confirmés selon Santé publique France. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 8 943 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 81% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 18 décès en Outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique et 3 à Mayotte.
Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 353 décès supplémentaires qui ont été enregistrés à l'hôpital. Nous déplorons par ailleurs 4 889 décès, c'est 290 de plus qu'hier, qui sont survenus en établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars. L'essentiel de ces décès est observé au sein des EHPAD, 4 779 décès et 110 ont été rapportés par des établissements médico-sociaux. Si nous faisons l'addition des décès survenus en milieu hospitalier et de ceux survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le 1er mars, nous déplorons donc 13 832 décès en France en lien avec l'épidémie Covid. Et donc je redonne le chiffre des cas confirmés par Santé publique France et des tests réalisés positifs par PCR. Il s'agit bien de 93 790 cas positifs, soit 3 114 de plus qu'hier. Je ne le redirai jamais assez, surtout au cours de ce long week-end ensoleillé, c'est en restant chez vous que vous évitez des drames, c'est en restant chez vous que vous sauvez des vies. Je sais que cela fait désormais plusieurs semaines que nous faisons passer ce message et que vous subissez le confinement. Je le redis encore une fois, il ne faut pas relâcher nos efforts collectifs et je souhaiterais prendre quelques instants ce soir pour rappeler pourquoi ces mesures sont en place et pourquoi elles sont plus importantes que jamais. Comme vous le savez, les mesures de confinement, les mesures barrières, les mesures de distanciation physique au minimum d'1 mètre et de distanciation sociale en réduisant les contacts sont mises en place dans notre pays comme dans de très nombreux autres pays du monde, tout simplement pour réduire le nombre de contacts entre nous, empêcher donc la transmission du virus d'une personne à une autre. On oublie parfois qu'elles répondent toutes à cet objectif simple, casser, empêcher les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, et donc freiner le plus possible la progression de cette épidémie. C'est pourquoi nous testons rapidement tout cas suspect, nous isolons les malades à l'hôpital ou à la maison, et pendant que collectivement nous freinons la progression de l'épidémie, nous faisons en sorte que notre système de santé hospitalier puisse prendre en charge tous les patients qui développent des formes graves de la maladie, avec le doublement des capacités nationales de réanimation, rendu possible par la déprogrammation précoce de toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes, le plan blanc déclenché dans tous les établissements de santé de France, les renforts massifs en volontaires, en soignants, en médecins, et les évacuations sanitaires en très grand nombre, 650 évacuations sanitaires de malades de réanimation. Ce qui a été mis en place par l'ensemble des services de l'État est à ce titre exceptionnel. Pendant que vous restez chez vous et luttez contre la diffusion du virus, les personnels soignants, des femmes et des hommes au dévouement exemplaire, ont permis d'organiser le transfert de plusieurs centaines de patients dans un état grave depuis des zones très fortement touchées, depuis des hôpitaux saturés par l'épidémie, vers des zones moins touchées, vers des hôpitaux qui ont permis un accueil dans d'excellentes conditions. Pendant que vous restez chez vous et combattez cette maladie très contagieuse, les services hospitaliers et les services de l'État ont organisé le transfert de centaines de personnels soignants volontaires qui viennent renforcer les services de réanimation qui ont tant besoin de bras supplémentaires, mais surtout du soutien de leurs collègues. Pendant que vous restez chez vous pour éviter que l'épidémie ne se propage, nous organisons l'acheminement de matériel de réanimation. Et voilà, c'était le point presse au niveau international. Voilà de quoi nous informer sur la situation au niveau du globe. C'est le lieu pour nous aussi de nous rappeler ici les bons gestes à observer. Bien se laver les mains, c'est le premier geste barrière qui est conseillé avec de l'eau et du savon bien évidemment ou du gel hydroalcoolique. Le masque dans certains cas seulement, notamment quand nous sortons dans des lieux publics, mais c'est recommandé de plus en plus que chacun ait son masque. Ne pas se toucher le visage, tousser ou éternuer dans le coude de la main avec un mouchoir à usage unique, donc jeter juste après à la poubelle, nettoyer régulièrement les surfaces et les objets courants, éviter les contacts proches, respecter la distanciation sociale d'1 mètre par individu, éviter les lieux très fréquentés, en particulier les hôpitaux, respecter les
lieux d'hygiène en cas de toux. Et puis voilà, en présence de signes tels que la fièvre, une forte fièvre, difficultés respiratoires ou la toux, tout simplement appeler à le 143, le 101 ou les SAMU, c'est le 185 ou le 22 44 53 53. Voilà, ce sont des numéros très utiles qu'il faut garder. Aussi, notre utilité dans cette émission, c'est la publicité, bien évidemment, on y va. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale qui trône chez vous comme ça ce matin, ce lundi matin. Nous en arrivons à la thématique emploi de chaque lundi. Aujourd'hui, nous allons nous remémorer, nous rappeler cet échange avec le docteur Ahmed Traoré, qui est expert en organisation du travail. Par ailleurs, DRH de Landsud qui est très à cheval et très impliqué dans l'organisation du télétravail. Parce qu'il faut le dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Covid a remis en question nos fondamentaux au niveau professionnel. Mais Dieu merci, l'homme a cette capacité-là de rebondir face à chaque difficulté. Et le télétravail s'inscrit comme une aubaine pour continuer à faire notre petit chemin. Alors, l'organisation du travail en période de Covid-19, cas du télétravail, c'est ce que nous vous proposons maintenant. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on parle de ce sujet qui est très important parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le coronavirus a changé les habitudes des uns et des autres au niveau du secteur professionnel surtout. On parle beaucoup plus de télétravail. Dites-nous, est-ce que le télétravail il est vraiment adapté à tous les secteurs? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail, c'est le déplacement de l'activité ou encore l'organisation du travail qui aurait pu se faire dans les locaux de l'entreprise qui se font en dehors, en utilisant bien sûr tout ce qu'il y a comme moyen, outils d'information et de communication, notamment les nouvelles technologies. Est-ce que tous les secteurs d'activité aujourd'hui peuvent faire du télétravail? Je vous répondrai tout de suite par l'absolu oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur des organisations, il y a des fonctions qui sont plus adaptées que d'autres. D'accord. Alors, on a décidé de libeller quelques secteurs qui sont vraiment très emblématiques dans notre pays et ainsi décliner le télétravail qui va avec, notamment dans le secteur de l'éducation, parce que voilà, en même temps, ça fait l'actualité. On a eu des annonces et autres communiqués. Comment se décline le télétravail dans le secteur de l'éducation? Déjà, ce qu'on sait, c'est que dans le secteur de l'éducation, le corps de métier sont les enseignants, donc qui ont pour, en fait, un métier de pouvoir dispenser de l'enseignement. Aujourd'hui, on est capable de le faire en ligne, en utilisant bien sûr une plateforme numérique ou technologique. Donc l'enseignant qui reste chez lui à la maison, qui prépare son cours et qui invite justement ses élèves à pouvoir se connecter sur cette plateforme-là. Et il peut le dispenser à travers soit des outils de visioconférence, ou alors il peut simplement mettre des cours en ligne et les enfants ou les élèves vont aller simplement se connecter, on va dire suivre l'apprentissage, faire leurs exercices, donner la possibilité à l'enseignant de pouvoir corriger et de lui attribuer des notes, sans que chacun ait la possibilité, ou alors sans que chacun ne vienne en fait, dans une salle de classe normale telle qu'on connaît d'habitude. D'accord. Là, on a l'exposé, on va dire, théorique du télétravail au niveau du système éducatif. Concrètement, docteur, à l'état actuel de notre système éducatif et de, bien sûr, tous les outils dont il dispose, est-ce que c'est possible pour tous les enseignants et pour tous les cursus de vraiment faire le télétravail? Bien sûr, et je pense que la Côte d'Ivoire est quand même un peu leader dans la sous-région dans ce domaine-là. Quand vous prenez par exemple l'université virtuelle, les cours se donnent totalement en ligne, avec une plateforme dédiée, sécurisée, à laquelle les étudiants viennent se connecter, ils prennent les cours, ils font les TD en ligne, ils rendent leurs devoirs en ligne et le professeur, ça lui permet de corriger sans pouvoir se déplacer dans un amphi. Donc, bien sûr, nous sommes outillés pour cela aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter au niveau de l'école primaire et de l'école secondaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des établissements secondaires qui l'ont déjà, mais c'est beaucoup dans le système privé. Dans le public, c'est encore un peu lent, mais aujourd'hui, avec l'enseignement à distance, en utilisant bien sûr la télévision, que le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer, on pense que ça va certainement aider à pouvoir favoriser le télééducation pour nos jeunes frères. Oui, oui. Et ce programme démarre dès jeudi. Tout à fait. Sur nos antennes. Alors, la couverture nationale au niveau d'Internet, parce que, bien sûr, il faut avoir un canal. Avec la télévision, oui, quand on a la télévision à la maison, quand on n'a pas la télévision, on a Internet. Est-ce que le débit ou la qualité des distributeurs Internet peut favoriser? Oui, vous voyez, il y a la TCI, par exemple, qui est une agence de l'État qui produit de façon périodique des statistiques sur la qualité du réseau. Donc aujourd'hui, on est capable de dire avec la 4G qu'on a, qu'on a quand même un débit d'Internet qui permet d'utiliser tout ce qui est comme outil technologique.
c'est vrai qu'il y a des régions de la Côte d'Ivoire qui sont moins nantis que d'autres, qui sont moins logées que d'autres, mais dans notre grande majorité, oui, on est capable d'utiliser l'outil Internet dans sa qualité pour pouvoir dispenser l'enseignement à distance. D'accord. Dans cette description-là, il faut bien sûr aussi des dispositions. Alors, quelles sont les dispositions pour les enseignants et pour les élèves? Il faut se mettre dans certaines conditions. Tout à fait. La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser d'abord le cadre de l'éducation en ligne. Donc, il faut d'abord définir les contours. Qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on n'enseigne pas, bien sûr dans la mesure de nos possibilités. Ensuite, il faut s'assurer que les parties prenantes, notamment les enseignants et les élèves, aient l'outil informatique. Donc, ça peut être soit un ordinateur, soit une tablette, soit un téléphone. Qu'ils aient accès également à l'Internet, parce que ça va être le moyen qu'on va utiliser pour pouvoir faire l'éducation à distance. Et puis, il faut tout le programme qui est adapté à l'outil lui-même. Ensuite, il y a tous les aspects liés à la communication, parce qu'il faut communiquer beaucoup là-dessus, il faut expliquer comment est-ce qu'on utilise. Et je pense que quand on arrive à mettre en place toutes ces étapes-là, en ce moment, on peut arriver à avoir une éducation, on va dire une télééducation. Ce qu'on a peut-être omis de dire, c'est que vous êtes expert en ressources humaines et vous êtes bien sûr le DRH de l'ANSUT, qui est une structure qui nous intéresse au plus haut point, au niveau même de l'accès à l'outil. Est-ce que la Côte d'Ivoire est couverte? On va dire que la Côte d'Ivoire est quasi couverte. Aujourd'hui, si vous allez à Tengrela, vous allez avoir l'Internet. Si vous allez à Bondoukou, vous allez avoir l'Internet. Donc l'ANSUT aujourd'hui travaille sur un déploiement de fibres optiques d'environ 7000 km. Et nous sommes déjà à près de 80% de déploiement. Donc c'est dit que cela va se faire, cela va s'accélérer encore plus avec les exigences du moment. Et on pense que dans un délai assez court, on devrait être capable de mettre à la disposition des Ivoiriens une ligne ou alors une fibre optique de qualité qui leur permet de communiquer à tout temps, moins cher et de bonne qualité. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément du domaine pédagogique, académique, mais toujours pour revenir sur les dispositions, c'est vrai qu'on parlera de grilles. On a des heures déjà indiquées au niveau de la télévision, mais au niveau de la maison pour les apprenants, quelles sont les dispositions à prendre? Parce que si je dois venir suivre mes cours, que mon petit frère joue à côté, ce n'est pas évident. Oui, il y a à ce niveau la responsabilité des parents. Leur responsabilité, justement, c'est de pouvoir aménager un espace dans la maison où il va y avoir beaucoup plus de sérénité. Okay? Ça peut être soit dans la chambre, ça peut être dans une salle aménagée spécialement pour l'éducation des enfants. Donc, à ce niveau-là, je pense que le plus grand rôle à jouer, c'est au niveau des parents. De créer le cadre propice, calme, adéquat, serein, pour permettre à leurs enfants, justement, de suivre cet enseignement à distance-là. D'accord. Là, c'était le cas du secteur de l'éducation qui intéresse au plus haut point les parents d'élèves. On a l'agriculture qui, ma foi, est le poumon de notre économie. Aujourd'hui, l'agriculture sera impactée, hélas, par cette pandémie-là. Vous pouvez nous décliner un peu les différents effets pervers de cette pandémie sur l'agriculture? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec dans le domaine du secteur agricole, vous avez plusieurs domaines. Vous avez d'abord les planteurs qui, eux, sont l'outil principal de production. Okay? Vous avez la chaîne intermédiaire, donc les distributeurs, et puis vous avez tout ce qui est comme exportateur. Mais au-delà de ça, il y a un acteur dont on parle moins, c'est l'accompagnement des planteurs en milieu rural. Aujourd'hui, avec la pandémie, avec la fermeture, par exemple, d'Abidjan, vous avez moins de collaborateurs des structures spécialisées qui sont capables d'aller vers nos chers planteurs dans les différentes communes ou dans les différents villages. Avec l'instauration, par exemple, d'un télétravail, on est capable justement de continuer cet accompagnement technique-là, de continuer ce conseil agricole-là pour que l'outil de production ou alors la population productive puisse continuer toujours à produire et permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas arrêter justement de mettre à la disposition des citoyens tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. D'accord. Parler de télétravail et d'agriculture, on est très intéressés pour, on va dire, des populations qui ont l'habitude de sortir en masse, aller cultiver. Comment pratiquer le télétravail? Donc, comme je disais tantôt, j'ai un aspect que je développais. Déjà, aller cultiver la terre, vous n'allez pas pouvoir faire le télétravail avec. Comme je le disais, le télétravail n'est pas adapté pour toutes les fonctions. Mais par contre, l'activité de conseil qui était effectuée par des conseillers de l'ANADER ou du conseil. En tout cas, du conseil. Eux, par exemple, ils peuvent toujours continuer à assister nos planteurs à distance. Soit en utilisant le téléphone, qui est l'outil le plus simple, ou alors ils peuvent utiliser même, je ne vais pas citer d'application ici, mais qui leur permet de voir ce qu'ils sont en train de faire, d'être capable de regarder la plante en visioconférence et de dire si la plante est malade ou elle n'est pas malade et quel est le traitement qu'il faut. Donc aujourd'hui, le télétravail s'adapte à l'agriculture, mais dans un aspect de l'activité, notamment en ce qui concerne, je dirais, le téléconseil. Voilà. Et c'est sûr que ça a un impact sur la productivité. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un système, on va dire, classique. Donc la productivité va en prendre un coup. Quelles sont les alternatives? La productivité va en prendre un coup, certes, mais je pense qu'on est capable d'atténuer les effets pervers du Covid dans ce secteur d'activité précisément.
Parce que, quoi qu'on dise, nos planteurs, ils vont au champ tous les jours. Ils continuent de cultiver. Donc, il revient en fait aux autorités de pouvoir mettre en place tout ce qu'il y a comme outil pour permettre de pouvoir transporter de façon fluide tout ce qui est produit dans les champs vers les communes ou vers les populations. C'est là que se trouve le véritable défi. Et je pense que les autorités ont mis en place justement des laissez-passer pour tout ce qui est comme transport de marchandises. Donc, ça devrait pouvoir se faire de façon assez simple. Et dans tous les pays, ou en tout cas dans la quasi-majorité des pays du monde, les frontières sont fermées, les zones de transport sont fermées. Est-ce que l'exportation ne prend pas un coup? Est-ce que l'exportation est toujours en marche efficiente? Disons qu'il y a un ralentissement de l'activité économique un peu partout, dans tous les pays du monde entier. Au niveau de l'exportation, par exemple, c'est sûr qu'on va privilégier beaucoup plus l'exportation de matières premières ou alors de produits de première nécessité. Donc, au lieu, par exemple, de mettre l'accent sur l'exportation de télévision ou de chaussures, on va beaucoup plus mettre l'accent sur l'exportation de nourriture et de médicaments. Donc, l'activité elle-même s'adapte. Donc, on aura toujours des personnes, on aura toujours des machines. Et puis aujourd'hui, avec l'automatisation de l'outil de production, qui est une façon, qui est une évolution technologique, on est capable d'avoir moins de personnes sur les ports, moins de personnes sur les quais, mais on est capable de transporter beaucoup plus de marchandises. Donc je pense que les pays s'adaptent et on ne devrait pas connaître de pénurie dans certains secteurs d'activité ou sur certains produits, parce que simplement, on sait s'adapter aux changements qu'on a en ce moment. Vous parlé de pénurie, hein, quand on sait que tout dernièrement, même, on va dire, l'Union africaine a fait une analyse pour parler bien sûr d'une certaine famine qui pourrait arriver si on n'est pas, on va dire, on ne prend pas toute la pleine mesure de la chose. Et il y a eu un communiqué conjoint de plusieurs instances. Alors l'agriculture qui est notre poumon aujourd'hui, on va peut-être se focaliser sur le cacao qui vient de démarrer une campagne intermédiaire. Comment elle peut s'adapter dans cette situation de pandémie-là? Il faut toujours protéger l'outil de production qui sont nos planteurs. Donc, je pense qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont adressées vers cette population-là pour leur indiquer quelles sont les mesures à prendre pour éviter de se faire contaminer par le Covid-19 et leur permettre de continuer leur activité. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Il y a tous les déplacements liés aux acheteurs, donc qui sont en fait la chaîne intermédiaire dans cette chaîne de valeur-là et qui, eux, vont avoir peut-être beaucoup plus, moins de possibilités de se déplacer. Okay, parce qu'on ne pourra pas quitter Abidjan par l'intérieur du pays, tout ça. Justement, ce qu'ils pourraient faire, moi, je pense, c'est de pouvoir acheter en ligne. Et donc, il revient aujourd'hui aux inventeurs, et je pense que c'est déjà fait, il y a des plateformes de vente en ligne avec des coopératives qui, elles, mettent en ligne leur stock et qui permettent justement aux acheteurs de pouvoir se connecter sur les plateformes et de pouvoir faire les commandes directement en ligne. Et donc, si ça se fait et qu'on utilise des moyens de paiement sécurisés qu'on a, donc les planteurs qui sont dans nos villages n'auront jusqu'à travers des coopératives, à mettre ensemble leur production, le mettre dans un véhicule de transport et qui va venir trouver l'acheteur directement ici à Abidjan. Et bien sûr, ils auront la possibilité de recevoir leur paiement via tout ce que vous connaissez comme méthode de paiement en ligne. C'est ça. D'accord. Et là, ça réduit la mobilité des hommes, hein, ce qui est vraiment fait partie des mesures préventives contre le coronavirus. Alors, on a Emmanuel Bonzo qui, comme à l'accoutumée, sort vous poser des questions. Aujourd'hui, il s'intéresse bien sûr à cette manière de travailler, cette nouvelle manière de travailler dans le secteur informel. Depuis la situation du coronavirus, les choses ne bougent plus, le commerce ne marche plus. Ça va, actuellement, ça fait 2 semaines qu'on n'arrive même pas à travailler sous compte de la situation. C'est la seule activité qu'on exerce aussi. Voilà, c'est sur ça, pour nourrir la famille avec, et voilà. Sinon, on n'a pas d'autres activités en dehors de ça. Sur notre terrain, ici à la gare, ici, tout a devenu bizarre, tout a devenu très lent. On n'arrive plus à faire les recettes. Bon, les passagers, même là, on ne gagne plus les passagers ne sortent plus, les véhicules, même là, avec qui on travaille, chacun refuse de sortir maintenant, donc tout est devenu très lent. C'est qu'on gagne, c'est juste plus de popotes, on vient chercher pour rentrer à la maison. On est fatigué de rester à la maison. Les enfants vont manger. On ne vend pas depuis 12 jours aujourd'hui, on ne vend pas, on est à la maison. Donc depuis on est ici, bon, ça ne marche pas comme il le faut. C'est un peu dur quand même. Mais après l'épidémie de coronavirus, c'est encore devenu plus grave. Parce que bon, ça ne marche pas. On est des pères de famille, on est obligé de venir travailler.
mais on ne trouve pas de clients. Et puis bon, c'est la seule activité que je fais. Voilà, docteur Traoré, plusieurs interventions dans différents secteurs plus informels qui a cette spécificité-là de travailler de manière journalière. Aujourd'hui, tout est fermé, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de revenus. Quelle est l'alternative? L'alternative, elle existe déjà. Je pense que malheureusement, on est forcé d'aller vers le télétravail, sinon on aurait dû se préparer un peu plus tôt. C'est ça. Lorsque vous prenez par exemple quelqu'un qui vend des chaussures, qui vend des porteurs, qui vend simplement de la nourriture, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire de la vente en ligne. Il y a des petites PME, il y a de l'informel qui le fait déjà. Donc, être capable de prendre simplement avec son smartphone les photos des articles qu'on vend, publier sur Facebook ou sur d'autres plateformes, et puis permettre aux gens de pouvoir vous appeler pour dire « je veux telle chaussure, telle marque, telle pointure », ça se fait. Ensuite, lorsque vous entendez avec le potentiel acheteur sur ce qu'il veut, vous avez la possibilité de payer par mobile money, comme on le disait tantôt, et d'utiliser justement toutes les petites compagnies de livraison qu'on a aujourd'hui, dont on ne va pas citer les noms, pour pouvoir faire livrer vos marchandises. Donc, on a la possibilité, on a l'alternative. Lorsque je prends même simplement le secteur du transport avec les taximètres, comme il disait tantôt, on a des applications aujourd'hui qui permettent justement de pouvoir rester chez soi et de commander du taxi. Ça, on n'a pas besoin d'aller forcément à la gare de Wara Wara ou de Baka. On commande son taxi en ligne qui vient nous trouver devant notre maison. On prend le taxi, on va là où on doit aller. Quand on finit, on fait la même chose, on commande également le taxi pour notre trajet retour. Donc, il y a juste qu'il faut sensibiliser ces personnes-là sur les moyens, les outils technologiques qui existent, qui leur permettent de continuer leur activité tout en restant chez elles à la maison. Docteur, en même temps, dans cet élément, on a bien vu qu'il y avait un ralentissement au niveau du secteur du transport, du fait des confinements, des autoconfinements et autres. Aujourd'hui, il faut avoir aussi du réalisme face à la situation. Il faut surtout être capable de s'adapter. Je pense que c'est ça le plus grand défi de l'humanité et des hommes en général. S'adapter face à n'importe quelle situation. Parce qu'il y a des solutions qui existent. Mais si on s'appuie sur notre sort, on n'a pas le temps de pouvoir dépasser notre condition et de pouvoir aller justement vers l'adaptation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que chacune des activités, chacun des secteurs d'activité doit identifier les activités qu'ils peuvent faire à travers le télétravail ou à distance. Une fois que ça se fait, ils vont s'interroger sur les outils à mettre en place pour pouvoir arriver à continuer leur activité. Et c'est ce qui se fait dans tous les domaines aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on devrait arriver à réduire l'impact du Covid-19 si on arrive justement à utiliser les nouvelles technologies comme moyen premier pour pouvoir exercer nos différentes activités. Et parlant de nouvelles technologies, l'outil vient toujours en ligne de mire, notamment dans le télétravail pour des structures qui sont vraiment très bien organisées. Est-ce que c'est à l'employeur, par exemple, de fournir l'ordinateur ou l'accès à Internet pour ses employés en télétravail? Tout à fait. Lorsqu'on prend le code du travail, c'est l'employeur qui fournit l'outil de travail. Et donc, dans le cas de la mise en place d'un programme de télétravail, il revient à l'employeur de fournir à son collaborateur un ordinateur, par exemple, c'est ce qu'on va utiliser pour travailler, ou un smartphone, mais également une connexion Internet, ou par exemple une dotation Internet, qui lui permet justement de continuer l'activité entre sa maison et son employeur. Donc oui, c'est à lui de fournir l'outil de travail. Une question qui a brûlé les lèvres depuis plusieurs semaines maintenant, c'est à savoir les factures d'électricité. Dieu merci, le gouvernement a décidé du report de certaines factures. Et pour l'employeur qui travaille à la maison, c'est sûr qu'il va être intensifié sa consommation d'électricité. La facture, quand elle vient, si elle est salée ou pas, à qui incombe le paiement? Non, aujourd'hui, le débat, il est réel. On le fait, nous, en tant que DRH, aujourd'hui, on fait ce débat tout le temps avec les employés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de preuves, en tout cas probantes, qui démontrent qu'il y a une augmentation de la facture d'électricité qui est due au télétravail. Un ordinateur que vous allez brancher chez vous avec votre box Internet ne va pas faire grimper votre facture Internet. Et donc, je pense qu'il y a des moments où chacun doit quand même faire preuve de bon sens et qu'on soit surtout porté vers l'atteinte des objectifs. Et quand c'est comme ça, la question de payer l'électricité ne va pas arriver parce qu'il n'y aura pas vraiment de pic en tant que tel dans la facture. Le DRH a donné la réponse aux employés, je pense. Alors, est-ce que l'employé a-t-il l'obligation d'aménager un endroit propice dans le domicile de son employeur? Parce qu'on a vu, j'ai vu tout dernièrement sur Internet, il y a un correspondant de la BBC qui est en télétravail, il y a les enfants qui sont passés, la femme et tout ça. Est-ce que c'est exiger un endroit? On ne dirait pas que c'est exigé, mais c'est fortement recommandé. N'oublions pas que dans le télétravail, on n'est pas toujours forcément en contact avec l'extérieur. On peut simplement travailler des dossiers chez soi et qu'on envoie un interlocuteur au sein de notre organisation. Et donc, si on estime qu'il y a des gens qui travaillent devant la télé, il y a des gens qui sont plus inspirés devant la musique. Donc, c'est à chacun de trouver un espace confortable, calme, qui lui permet d'être vraiment inspiré dans le cadre de son activité. Mais ce qui est recommandé en général, c'est de pouvoir aménager un espace chez soi
où on est capable de travailler dans le calme, dans la sérénité, surtout dans le cas où on doit faire des visioconférences. Ce serait bon de ne pas avoir tout ce qui a comme bruit de fond avec des enfants qui courent, qui rient ou qui pleurent, mais ça fait partie des réalités. Je pense que même les employeurs comprennent cela. Alors, docteur, la phrase célèbre, le travailleur mérite son salaire. Dans le cas du télétravail... Eh oui, voilà, c'était l'échange qui a eu lieu la semaine dernière. On remercie encore une fois de plus M. Ahmed Traoré, expert en organisation de travail, DRH de l'ONSUT, qui nous a donné les ingrédients pour un bon télétravail. Le trinôme à retenir, c'est bien sûr l'adaptabilité, l'efficacité et surtout du courage en ces temps. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour poursuivre votre journée. Et puis demain, vous retrouverez Mon Amio. C'est Marcelin Govoy qui sera là. À demain. Bonne journée. Achoo!